dans une nouvelle dimension en Ukraine. Déclaration de Volodymyr Zelensky il y a quelques instants. La Russie prépare une série de nouvelles frappes pour détruire les infrastructures de l'Ukraine et pour accélérer la terreur de l'hiver. Ce sont des images de Kiev sous la neige. Ce sont ces millions d'Ukrainiens qui sont privés d'eau et d'électricité à l'échelle de ce très grand pays. Nous allons dans quelques instants être en direct à Kiev avec Vincent Amourski, qui est d'ailleurs le père de Cyril Amourski, qui est présent sur ce plateau. Petit mot d'abord sur ce moment précis de la guerre. Pierre Servan, ce que nous vivons là, c'est un cap parce que vraiment, ils veulent casser le moral des civils ukrainiens cette fois. Oui, ça fait des semaines que cela dure. Chaque fois que Poutine enregistre des revers militaires sur le terrain, chaque fois derrière, il y a souvent une menace nucléaire ou qui tourne autour d'armes de destruction massive, et puis punition de la population civile. Et là, ça s'est considérablement intensifié, même si les Russes ont consommé un grand nombre de missiles longue portée, de croisière, missiles sol-air ou sol-sol transformés. L'objectif, c'est vraiment de casser le pays, essayer de casser le moral des Ukrainiens. J'ai eu également une personne qui était à Kiev là, hier. Ça ne casse pas le moral, sauf que ça va conduire les Ukrainiens à vivre dans des conditions effroyables avec les températures qui vont monter. Donc c'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité supplémentaire à mettre sur la liste des crimes du Kremlin. Des crimes du Kremlin. Et par ailleurs, il y a sur le plan des opérations, sur le front, on va en reparler, une intensification aussi des combats. Cyril Amourski, on va tout à l'heure être en liaison avec votre père et votre mère, Vincent et Irina, qui sont à Kiev. Ils font partie de ces millions d'habitants qui sont touchés. Les privations d'eau, les files d'attente à Kiev notamment pour avoir de l'eau, c'est une des privations les plus compliquées pour tous les habitants. C'est une situation qui est extrêmement compliquée d'un point de vue humanitaire. Les gens, que ce soit à Kiev ou bien les Ukrainiens de toute façon en général, se sont plus ou moins préparés, je vais dire, mentalement à cette épreuve-là. Zelensky a dit encore il y a plusieurs mois que cet hiver sera l'hiver le plus compliqué, que ce soit en termes de température, que ce soit en termes de moyens et de logistique. C'est des conditions qui sont extrêmement compliquées. Il me semble, c'était vers mercredi-jeudi, les personnes à Kiev et dans d'autres villes, une fois de plus en Ukraine, se sont retrouvées sans électricité pendant à peu près 24 heures, voire plus. Pour certaines personnes, c'était 36 heures. Je sais que j'ai plusieurs collègues à moi, plusieurs amis à moi qui vivent là en ce moment en France, par exemple, qui ont de la famille aussi en Ukraine. Eh bien, ces gens-là n'avaient pas réussi à avoir de la communication ou quoi que ce soit. Et par rapport à l'eau, eh bien, évidemment, c'est une conséquence, une fois de plus, humanitaire des attaques de la Russie, puisque aujourd'hui la Russie, elle cible systématiquement les populations civiles. C'est son objectif principal. Elle sait très bien que les Ukrainiens ne céderont pas, donc c'est pour cela qu'elle décide d'attaquer la population civile pour la démoraliser. Mais ça ne marchera pas. Et dans la famille Amourski, Irina et Vincent Amourski, vos parents, merci madame et monsieur d'être avec nous en direct à Kiev. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est la situation pour vous ce soir? D'abord, comment est-ce que vous êtes éclairé tout simplement? On a de la chance, on a de l'électricité là en ce moment. Ça peut couper d'un moment à l'autre, à vrai dire, mais jusque-là, ça va. Quelle est la situation? On a de l'électricité depuis 2 heures. Quelle est la situation à Kiev qui vous entoure? La ville est dans le noir. On a la chance pour l'instant d'encore avoir un hiver qui n'est pas trop rude, donc la température avoisine les 0 degrés, donc ça reste supportable. Évidemment, on redoute l'hiver à venir parce que des températures de moins 10, moins 20 sont assez courantes et communes ici. Nous, on a la chance d'habiter dans une maison à l'écart et donc on n'est pas tributaire de tous les services communaux et donc on a un générateur et puis on a aussi des accumulateurs. Donc, ayant même une source d'eau, on est plus ou moins indépendant. Ceci dit, bon, on fait des va-et-vient pour aller brancher. Les brancher, on a des câbles un peu partout dans la maison. Donc nous, encore, on a aussi une cheminée pour pouvoir se chauffer au cas où. Maintenant, là, pour des personnes qui habitent notamment dans des immeubles, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, les immeubles de 8 étages, 10 étages, on avait des correspondants là qui nous disaient, pour les personnes âgées notamment, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile, ouais, effectivement. Et bon, et la ville est plongée dans le noir. Donc, on vide, sachant que c'est l'hiver, donc les journées sont déjà plus courtes. À partir de 4h30 environ, il fait quasiment nuit. Donc, on est vraiment dans la pénombre en permanence. Quand vous sortez dans la rue, vous êtes dans le noir, vous voyez que les phares des voitures. Après, pas mal de commerces continuent aussi à travailler avec eux aussi des générateurs.
hein, sinon il n'y aurait plus aucune activité. Mais ceci dit, ça rend vraiment la vie difficile. Il faut reconnaître ce qui est là. Cyril Amourski, vos parents. Non, mais une fois de plus, enfin, mon père, je pense qu'il l'a dit très clairement. Notre famille, elle est dans une situation plus ou moins privilégiée. Nous avons un générateur. Là, en ce moment, il y a de l'électricité. Et lorsqu'il y avait des coupures d'électricité massives dans tout le pays, notre famille, ça va, elle pouvait s'en sortir plus ou moins. Mais c'est pas le cas pour la plupart de la population. Parce que nous, on vit dans une maison privée, pas dans un immeuble. Vous avez mentionné les immeubles de 8, 10 étages. Là, c'est autre chose. C'est une situation qui est beaucoup plus compliquée. Et je salue d'ailleurs l'initiative de la France de donner, il me semble, à hauteur de 100 générateurs à l'Ukraine. C'est quelque chose d'important. J'aimerais que cet effort soit poursuivi par d'autres pays et même par la France d'une façon encore plus importante. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a énormément de problèmes, surtout d'un point de vue énergétique. Et donc, il faut aider absolument et en urgence ces gens-là. C'est absolument clair. Vous parliez, Irina, je vous pose peut-être la question, on va voir ces images des centres d'invincibilité. C'est l'État ukrainien qui met à disposition des habitants de Kiev, notamment ces tentes où chacun peut aller se réchauffer ou rebrancher son téléphone portable. Est-ce que ça marche simplement? Honnêtement, Toi, on n'a pas eu à s'en servir. oui, on sait qu'il y a les endroits comme ça, il y a la liste des endroits, il y a les endroits qui sont en train d'être construits. Par exemple, nos voisins, on a parlé hier, parce que nous, on a aussi du gaz, donc on a la possibilité de cuisiner. Par contre, nos voisins ont que l'électricité, et donc ils ont cette information à propos des centres comme ça. Nous, pour le moment, on n'a pas eu de besoin de les utiliser, heureusement. Mais voilà. Mais pour le moment, notre maison est prête à servir comme un des centres pour nos voisins aussi. Donc, parce que pendant la dernière coupure longue, nos voisins n'ont pas eu d'électricité, nous on a eu de la gaz, donc on les a invités de venir réchauffer la nourriture, etc. Donc, voilà. Ouais, tout le monde fait preuve d'énormément de solidarité. Mais les fameux points d'invisibilité, il y en a, si je ne m'abuse, il y en a un peu plus de 400 à Kiev qui fonctionnent. Donc les gens s'en servent, hein. De toute façon, comme je disais, beaucoup de personnes n'ont pas vraiment le choix, les personnes qui habitent dans des immeubles notamment. Il faut savoir que les coupures sont quand même très fréquentes maintenant. Si au début on avait des coupures qui étaient plus ou moins supportables, qui duraient 4 heures, maintenant on a de l'électricité 2 à 3 heures, 2 fois par jour à peu près. Un mot sur ce concert, ça a été un des moments les plus saisissants des dernières heures. Le concert, on joue du Bach à Kiev dans le noir absolu. Il y a seulement les lumières pour éclairer les partitions. Cette solidarité par la musique, cette résistance par la musique, Monsieur Amourski. La résistance partout. De toute façon, les Ukrainiens sont très résilients. C'est un peuple qui a énormément souffert de toute son histoire, qui a connu beaucoup de malheurs, mais comme vous voyez, qui est toujours là, qui se bat pour sa liberté. Et qui vaincra, nous n'en doutons pas. Merci beaucoup. Vous avez un message pour votre fils. Alors, c'est notre invité récurrent maintenant. On le sait, on est très content de pouvoir le voir. On espère bientôt le voir ici. On sait Je reviens dans 2 semaines, effectivement. Il va venir nous voir, mais en Ukraine, sans ayant l'intention de rester longtemps à Kiev, d'après ce que je sais. Il y a beaucoup de familles divisées. Vous avez un petit frère, je crois, de 8 ans. Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit? Mon petit frère, justement, et en ce moment, il est en région parisienne, près de la ville de Cergy. Et j'ai discuté avec lui la semaine dernière en lui demandant quelles sont ses intentions, comment il se sent, parce que l'une de nos idées en famille, c'était de peut-être le faire revenir vers le mois de janvier pour voir à quoi ressemblerait la situation au mois de janvier en termes de température, aussi par rapport à l'école française. Et pour l'instant, à ma connaissance, c'est les parents qui savent mieux, on n'a pas pris de décision à ce niveau-là, mais je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pense en fait de tout ça. Et Florian, donc mon petit frère, m'a dit, je lui ai dit, tu comprends qu'il fait froid, il y a des problèmes d'électricité, et la plupart de tes amis en ce moment, ils sont pas en Ukraine.
dit moi, je m'en fiche, je veux revenir en Ukraine parce que c'est ma maison. Je veux être avec mes parents et je veux être à la maison. C'est très bien en France, c'est très bien d'avoir aussi de la famille en France, d'avoir des amis en France et d'être dans un calme absolu, contrairement à ce qu'on peut voir en Ukraine. Mais il a dit l'Ukraine c'est ma maison, Kiev c'est ma maison et je veux revenir absolument à la maison. Et pour moi, c'est encore un autre signe de la résilience ukrainienne. Voilà. Bon, parce que on mon verra. petit frère est né en Ukraine. On verra ce que décident Irina et Vincent. On vous laisse décider, on vous laisse discuter du Un sort. nouvel an ensemble. Merci et par avance, bon nouvel an commun à vous. Les images d'Ukraine, la difficulté, parce que là, on tombe sur la chance d'avoir de l'électricité pendant ce temps-là, mais il y a des opérations qui sont menées dans le noir. On en est là dans beaucoup d'hôpitaux. Tout à l'heure, Alona Shkroum, la députée ukrainienne, nous disait que il y a une centaine d'hôpitaux dans lesquels il faut opérer dans le noir. En termes de résistance d'une population, là, Pierre Servant, il ne faut pas s'y tromper. C'est quand même un talon d'Achille, évidemment. Évidemment, les hôpitaux, mais des choses très simples, dans les immeubles d'habitation, les personnes âgées qui habitent dans les étages. Pas d'électricité, pas d'ascenseur. J'étais en contact hier avec un Français qui est à Kiev, qui est le représentant d'une société américaine qui fabrique des batteries. Et quand on pense à batterie, nous on pense à la batterie de voiture, mais sa société fabrique des batteries qui peuvent alimenter en électricité un immeuble entier, donc c'est tout à fait important, et puis des bâtiments plus petits jusqu'aux batteries pour l'armée ukrainienne. Et c'est absolument vital. Et je pense qu'il faudrait que nous, Européens, les citoyens européens, on ait un élan aussi de mobilisation. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour aider les Ukrainiens, et je pense qu'il faudrait avoir... je ne sais pas si je lance cet appel, etc., mais voir comment on pourrait, on avait eu jadis des élans de solidarité pour la Pologne, etc., voir comment on peut contribuer. Déjà, chacun d'entre nous, on peut contribuer financièrement, il y a des appels qui sont faits, il y a des appels particuliers qui remontent du terrain, qu'on diffuse les uns et les autres. Samantha de Banderne en a diffusé par Twitter sur son compte. Mais voilà, mais je pense que voilà, il faut se sentir au plus près d'eux. Marianne Babiche, il y a cette image emblématique de la petite fille qui avait besoin d'un respirateur, cette image qui a été sans doute le plus commentée. Oui, c'est vrai, c'est pas un seul enfant qui dépend de ce système pour pouvoir respirer. C'est vraiment une situation catastrophique pour plusieurs hôpitaux qui n'ont pas encore de générateur d'électricité. Et c'est pas seulement dans la capitale, à Kiev, ma ville natale, Kherson, était depuis plusieurs semaines sans électricité, sans eau. Après la libération, plusieurs personnes ont dû quitter la ville pour aller dans des villes comme Kiev où il y a l'électricité au moins pendant 2-3 heures par jour. Et c'est vrai qu'il existe maintenant plusieurs initiatives, notamment par exemple le site United 24 qui était créé sous le soutien du président d'Ukraine Volodymyr Zelensky. Il y a également des organisations non gouvernementales comme par exemple Doc for Ukraine, ça s'écrit Doc 4 Ukraine, et c'est vraiment un réseau qui travaille avec des entreprises françaises. Et on fait les acheminements directement vers les hôpitaux en Ukraine pour aider avec les médicaments, pour aider avec tout ce qu'on peut, en fait, les sacs de couchage, etc. Donc c'est très, très, très important. L'Ukraine a vraiment besoin d'aide dans ce point. De façon très courte, j'allais tout simplement dire d'effectivement aller sur ce type de site pour soutenir l'Ukraine. J'ai reçu quelques messages de la part de Français qui étaient réellement touchés de voir ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Donc si il y a des téléspectateurs qui sont intéressés et qui souhaitent aider l'Ukraine, parce qu'en ce moment c'est une question urgente, eh bien vous pouvez le faire grâce à ces sites effectivement, parce que c'est un risque réel en fait. On le voit avec cette image de cette petite fille. Cette image-là, pardon, on peut se retrouver dans des situations vraiment catastrophiques. Ça, c'est votre ville précisément. Cette image, elle est extraordinaire. C'est le moment où l'opération se déroule au générateur, dans votre ville de Kherson. Oui, c'est ma ville natale et c'est pas le seul cas. Il y a des cas presque tous les jours comme ça, et c'est vrai, bravo à ces médecins qui arrivent à avoir d'autres moyens, qui arrivent même parfois à faire des choses manuellement qui étaient prévues de faire de manière un peu automatique avec les appareils. Mais c'est vrai que ça peut causer aussi la mort si jamais il n'y a pas d'électricité, et c'est très très grave. Et notamment à Kherson, il y a aussi des tirs qui continuent de la rive gauche. Par exemple, mes proches ont dû quitter la ville parce que justement les soldats ukrainiens leur ont dit qu'il faudrait quitter la rue où ils habitaient parce que c'était pas loin de la rivière, et il y avait une jeune fille qui a été morte à cause de lance-mines juste sur cette rue. Et la situation dans les hôpitaux, c'est très très critique. Écoutez, Alona Shkroum, députée ukrainienne sur LCI, elle s'éclaire à la bougie. Elle est au centre de Kiev et elle a mis une bougie devant elle simplement pour pouvoir faire son direct.
C'est assez difficile pour vous dire la vérité parce que les Russes, ils le font pas par accident, mais ils bombent les stations d'électricité et ils bombent les stations de connexion. Ça n'affecte pas le front, ça n'affecte pas l'armée, ça n'affecte pas les militaires, ça affecte que les personnes civiles. Et c'est-à-dire qu'on ne parle pas de n'avoir pas la lumière dans notre maison, mais on parle de n'avoir pas la lumière et l'électricité pour la chirurgie. On parle de chirurgie interrompue, pour les dialyses qu'on ne peut pas faire, pour toutes les opérations médicales qu'on ne peut pas offrir aux gens, et pour les ambulances qui ne peuvent pas venir. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'acte terroriste. Ah. Oui, ça va être des conditions en plus qui seront de plus en plus difficiles au fur et à mesure que l'hiver deviendra plus rigoureux, d'autant que quand il n'y a plus d'électricité, ça pose, si les coupures durent trop longtemps, des problèmes d'approvisionnement en eau, puisqu'il faut des pompes pour acheminer l'eau jusque chez les gens, souvent aussi de chauffage, parce que même si on ne se chauffe pas l'électricité, on a besoin d'électricité pour faire marcher les chaudières. Ce qu'on peut dire quand même, historiquement, c'est que même si la Russie espère démoraliser les Ukrainiens, personne n'a jamais gagné une guerre comme ça. Veut dire, on le voit dans l'histoire. Pierre parlait de Sarajevo tout à l'heure. Le siège avait duré plus de 3 ans, au début des années 90, et ça n'a pas empêché, ça n'a pas été un tournant dans la guerre. Et en plus, le côté quand même positif, c'est que les Russes peuvent frapper les installations, les infrastructures d'électricité en particulier, mais ne bloquent pas ces villes. Et donc, on peut imaginer que si la situation continue, il puisse y avoir des réfugiés dans les pays limitrophes. Je pense notamment à des gens qui soient qui seraient dans des situations de santé difficiles et qui pourraient bénéficier de la solidarité des pays voisins, puisque les Russes ne maîtrisent pas les routes et encore moins le territoire ukrainien en dehors des zones de l'Est qu'ils ont occupées. Alors d'où